Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Chers amis, le débrief, c'est reparti, l'épisode 25 aujourd'hui, la troisième partie, on l'évoquait tout à l'heure, notre invité dans un instant c'est Laurent Léjean, co-entraîneur de l'US Ducé Isigny qui évolue en Régional 1, ancien formateur au Stade Malherbe, notamment dans cette troisième partie du débrief, eh bien on poursuit effectivement notre tour des clubs régionaux et cette semaine avec mon coéquipier, mon partenaire de jeu Mathieu Billoro. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Et ben on va donc s'arrêter dans la Manche et plus précisément on le disait à l'US Ducé Isigny avec notre invité dans un instant. La Régionale 1, effectivement, avec la dernière ligne droite. C'est très très serré dans ce championnat de Régionale 1 avec plusieurs équipes qui sont encore concernées par le maintien. Allez, on va dire grosso modo de Cherbourg en 9e à l'US Ducé Isigny 13e. Tout se tient en l'espace de 4 points et le sprint final s'annonce particulièrement passionnant. On va en parler évidemment avec notre invité, donc Laurent Léjean, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce lundi soir. Bonsoir Laurent. Ouais, bonsoir. Laurent, vous êtes évidemment très connu dans cette région Normandie. Vous avez été entraîneur, entre autres, à Alençon, Saint-Lô, Mondeville. Vous êtes aussi un éducateur, un formateur, passé par des centres de formation du Havre Athletic Club, de l'AJ Auxerre et bien entendu du Stade Malherbe. On y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard dans ce débrief. Mais avant toute chose, coup de projecteur donc sur l'US Ducé Isigny où vous avez posé vos valises footballistiques cette saison, Laurent, en étant le co-entraîneur aux côtés de l'historique Mathias Restou. Laurent, c'était quoi l'idée en fait en arrivant à Ducé Isigny en début de saison pour vous? L'idée c'est d'apporter ma patte au niveau du club. C'est ce qu'on avait convenu avec Mathias, pas que sur l'équipe première, notamment sur l'équipe réserve également et puis des jeunes. Donc voilà, c'était ça l'idée, d'avoir un regard extérieur, d'apporter de nouvelles choses. C'est pour ça que on a quand même si on en discutait en championnat, on a drôlement rajeuni l'effectif au niveau d'équipe première. Ouais, votre équipe effectivement aujourd'hui elle lutte pour se maintenir en Régional 1. Je le disais, tout est très serré. Je crois qu'il y a 2 petits points avec la réserve de Saint-Lô qui vous précède au classement des clubs comme Deauville, qui évidemment avait d'autres ambitions en début d'année, mais qui aujourd'hui un club comme Deauville est aussi dans la lutte pour le maintien avec Argentan, avec la réserve de Cherbourg qui est sorti un peu la tête de l'eau ce week-end avec une victoire face à la réserve d'Alençon. Mais Cherbourg compte des matchs en plus par rapport à toutes les équipes qui suivent la Cherbourg au classement. Laurent, d'après les dire, il y aura une réserve d'Alençon sur le match. Donc je viens de le savoir là, justement il y a très peu de temps et a priori la réserve elle devrait être acceptable, donc peut-être que Cherbourg a un match perdu. Ouais, Cherbourg n'aurait pas respecté les règles, notamment par rapport aux redescentes potentielles des joueurs venus renforcer l'équipe réserve, quoi. C'est ça. Rien n'est perdu, Laurent, pour vous, évidemment, tout reste jouable. On le disait tout à l'heure, ça va être passionnant cette dernière ligne droite. Vous avez peut-être un avantage psychologique avec l'US Ducé Isigny, c'est que vos joueurs, ils sont prêts psychologiquement à la jouer cette bataille pour le maintien. Ils sont prêts depuis le début de la saison, en fait. Oui, en fait, on est un club qui est habitué à ce genre de choses. Comme le dit Mathias très souvent, maintenant on a aussi rajeuni l'effectif. Justement, après, oui, il nous reste 5 finales à faire, voilà, clairement. La première, ça va être Deauville ce week-end. On a entre guillemets notre destin entre nos mains, mais en sachant que ça sera très très compliqué quand même. Mais c'est compliqué depuis le début de la saison. Parce que le Covid, notamment par rapport à nos gens, on va dire nos joueurs plus âgés, a mis du temps à se remettre en route. Enfin, on a subi des choses que on n'aurait jamais pu mettre, rarement la même équipe. Enfin, donc c'est une saison qui est compliquée quand même. Vous le disiez Laurent, vous avez effectivement votre destin entre vos mains parce que vous faites référence à ce match samedi contre l'AS Trouville-Deauville, 10e. Et la semaine d'après, il y aura un match contre Argentan, donc du coup qui est 9e et également concerné, 10e qui est également concerné par le maintien. Et derrière, il y a la réception de la réserve du SC Saint-Lô qui est également concerné par le maintien. Il y aura 2 journées, les 2 dernières journées, vos 2 derniers matchs plus exactement, ça sera contre des équipes du haut de tableau. On va à Flers, on reçoit les PTT. Voilà, donc des équipes qui, notamment les PTT, qui briguent éventuellement la place de meilleur deuxième des 2 groupes de R1 pour éventuellement monter en N3. Toujours est-il que là, vous avez 3 matchs contre des concurrents directs, tout se tient en 4-5 points.
Est-ce que le maintien va se jouer lors des 3 prochains matchs pour l'USDC Isigny contre ses concurrents directs ? De toute manière, nous on est le dos au mur, hein, donc comme toutes les autres équipes. Aujourd'hui, on est condamné à gagner, pour moi, 3 matchs sur 5 pour se maintenir. Donc on en parle avec Mathias, hein, c'est ce qu'on a dit aux joueurs. On a 3 matchs à gagner. Voilà, on a 5 matchs. 3 matchs à gagner. Maintenant, on capitule pas du tout. On n'a jamais été dans cet état d'esprit-là. Les joueurs sont prêts pour ça. Maintenant, on avait un échappatoire qui était la coupe. Malheureusement, on a mené 1-0, on a perdu le match 3-1. Parce que je pense que là, on a un peu lâché, justement. Après, voilà. Mais un match ne fait pas l'autre. Il faut se concentrer sur le match de samedi prochain, déjà. Et puis, on verra par la suite. On fait juste un petit point de règlement. La poule de R1 comprend 13 équipes cette saison. Et il y a 3 descentes. C'est assez important quand même de le savoir, parce que l'année prochaine, du coup, la poule rebasculera à 12. Donc, du coup, il y a 3 équipes. Les 3 dernières seront reléguées à l'issue de cette saison. Bon, comme on disait, c'est pas non plus une surprise de retrouver Ducey plutôt dans la deuxième moitié du classement. Voilà, il y a maintenant, on va dire, vous boxez peut-être pas avec les mêmes moyens que certains de vos concurrents. C'est ça, voilà. Il y a notamment en termes de moyens financiers, c'est pas la même catégorie que d'autres. Non. Justement, on a un club qui a des vertus conviviales que Mathias a instauré avec Raleigh, le président. Depuis des années, le club a toujours maintenu un niveau d'exigence en étant en Régional 1 ou DH à l'époque pendant des années. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Voilà, clairement, il faut avoir des moyens, mais des moyens pas qu'humains. Et pour attirer des moyens humains, il faut avoir des moyens financiers, forcément. Même en R1, du coup, aujourd'hui, si on peut plus. Est-ce que des clubs comme Ducey et Isigny ont encore leur place, du coup, en R1 dans un avenir à très court terme, du coup, est-ce qu'ils pourront encore exister dans ce championnat-là ? Oui, mais en aspirant d'autres choses. C'est-à-dire que nous, nos joueurs qu'on a incorporés cette année en équipe première, qui ont quand même pas la plupart 20 ans, n'ont jamais joué à un niveau régional à ce niveau-là. Donc il leur faut le temps. Maintenant, le temps là, on l'a plus. On le savait, on le sait avec Mathias, on le savait. Mais c'est le but, c'est de repartir sur autre chose. En sachant qu'on a quand même une équipe en R3 qui est 2e du classement. Donc ça veut dire que voilà, la relève, on la prépare, on l'a préparée cette année, peut-être un peu tard, mais en aucun cas, il faut travailler dans un club comme le nôtre, il faut travailler sur les jeunes. C'est impératif. C'est ça le salut, le salut des clubs en milieu rural, on va dire, c'est de travailler sur ces équipes de jeunes. Vous faites référence à notre réserve, qui est bien classée en R3 du coup. Oui. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est là-dessus la priorité que doivent donner des clubs. Notre motif à nous, très sincèrement, il est là. Il est de travailler sur l'école de foot, il est de travailler sur nos jeunes. D'où l'idée de créer un poste à temps plein au club. Voilà. Qui devrait être fait l'année prochaine. Donc c'est une des particularités avec Mathias. Mathias le disait depuis quelques années. Moi j'ai poussé là-dessus aussi cette année avec lui. Et normalement le poste va se créer. Donc c'est une première étape dans ce que veut faire évoluer le club. Justement, Laurent, au-delà de cette lutte actuelle pour le maintien, l'USDC Isigny est un tournant de son histoire, puisque le club va tourner une véritable page. On a appris que l'emblématique Mathias Restou, dont vous parlez beaucoup depuis le début de cette interview, et pour cause, il est là depuis quasiment une quinzaine d'années maintenant à la tête de l'équipe première. Voilà, il y a eu 2 parenthèses, Mathias Restou à la tête de l'équipe première. Il ne sera plus sur le banc du C1 la saison prochaine, il l'a annoncé, c'est un souhait de sa part, il va falloir le remplacer. Laurent, au regard aussi de ce que vous nous indiquez, est-ce que vous pourriez justement prendre seul les commandes de l'équipe première la saison prochaine, peu importe d'ailleurs le niveau auquel évoluera cette équipe? Wait and see. Wait and see. Aujourd'hui, je suis dans la semaine dans une académie privée près de Lorient. Donc, moi, je fais que l'entraînement du vendredi et le match du week-end avec Mathias. Ce depuis 2 mois et demi, donc voilà, la question elle est là. Moi je pense qu'il faut quelqu'un qui soit capable de prendre l'équipe toute la semaine et être là le week-end. Donc c'est pour ça que je dis wait and see. Mais pourquoi pas, ouais. Oui, ça fait partie des éventualités.
Ouvrir une nouvelle page de l'USDC Isigny avec vous, avec votre carnet d'adresses évidemment, votre réseau. Vous en avez déjà fait bénéficier les clubs avec l'arrivée qui était quand même incroyable en début de saison de Johan Hartog pour garder les cages du CN. Ça peut faire partie justement d'un projet. On sait évidemment que vous êtes resté en contact avec bon nombre de ces joueurs que vous avez formés. Oui, totalement. Après, bon nombre de ces joueurs aujourd'hui, comme tu le sais, sont aussi éducateurs. Donc ça c'est la roue qui tourne, mais ça fait plaisir. Ça fait voir qu'on a gardé de bons liens et puis que l'amitié et puis des hommes reste primordial dans la carrière d'un footballeur. Donc l'USDC Isigny, maintenant l'USDC, nous on essaie de bâtir quelque chose. On y travaille. Voilà, on y travaille. On regarde, on étudie avec Khaled, avec Mathias, on tient à ce que le club, nous, notre priorité, c'est quand même qu'il reste en régional. Voilà. Ça, c'est la première priorité. Maintenant, s'il y avait une descente en régional 2, écoute, il faudrait faire avec, il faudrait repartir de l'avant, en sachant que la régional 2, c'est pas une masse à faire. Voilà. Donc, il faudra renforcer l'équipe. De toute façon, on y travaille. Tranquillement, on y travaille. Dans les deux cas. Et donc pour vous, l'USDC Isigny, on l'a bien compris, ça fait partie des options possibles pour la saison prochaine, même si on imagine bien qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres aussi, oui, bien sûr. Évidemment. Ouais, bien sûr. Mathieu Billot, Foot Normand. Ouais, donc Laurent... Mais aujourd'hui, je peux le dire, moi je suis ouvert à toute discussion, parce que j'ai envie de reprendre le foot à temps plein. Voilà. Oui, parce qu'on précise, Laurent, qui a une longue carrière dans le foot, mais Laurent, aussi une autre casquette qui n'a rien à voir avec le foot, il travaille en tant que préparateur en pharmacie. C'est ça, Laurent, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, si j'ai une bonne mémoire. J'ai fait un petit club à côté. Maintenant, je peux conjuguer les deux à un certain niveau, mais, voilà. Mais aujourd'hui, si j'ai un appel d'un club qui m'intéresse, même en tant que coordinateur technique ou responsable des jeunes, pourquoi pas. Est-ce que vous avez entraîné jusqu'en CFA, si je me trompe même pas. National 2, ouais. La CFA, National 2. Même la réserve de Caen. Voilà, la réserve de Caen. Il y a eu aussi Saint-Malo, Ouais, tout à fait. Si j'ai fait monter là où ils sont. Voilà, si je me trompe pas. Et donc là, aujourd'hui, vous y faisiez référence tout à l'heure, aujourd'hui, vous êtes revenu un peu aux bases de votre métier, puisque vous êtes éducateur, on va dire ça, au sens large du terme, dans une académie à côté de Lorient, du coup. C'est ça. Là, j'ai repris depuis 2 mois et demi. Je suis responsable technique d'une section sportive lycée-collège. Donc, en plus des stages qu'on fait en plus sur la structure, qui s'appelle Footbreds Academy. Auquel cas, on est quatre coachs à temps plein. On a un préparateur physique, on a un préparateur mental aussi, qui vient sur la structure. Et une éthiopathe. Donc, c'est une structure qui est vraiment bien carrée. On a des joueurs qui viennent de toute la France. Même notamment d'étrangers, puisqu'actuellement on a un Américain, pour tout vous dire. D'accord, ok. Donc une belle structure dans notre région voisine. Laurent, si vous vous invitez, c'est justement pour aussi parler un petit peu de cette finale de Coupe Gambardella qui aura lieu samedi prochain avec les jeunes du Stade Malherbe. C'est la 4e fois dans son histoire que le Stade Malherbe sera en finale de Gambardella. Oui. La dernière fois, c'était en 2001. Et sur le banc, il y avait un certain Laurent Léjean. Oui. C'est ça, c'était au Stade de France déjà à l'époque. Oui, c'était au Stade de France, oui. C'était un peu trop grand pour nous cette fois-là, mais bon. C'était un peu trop grand à l'époque ? Oui, je pense. Ouais. D'accord. Quel souvenir justement vous gardez ? Alors, on rappelle, c'était le FC Metz en face. Vous étiez incliné 2-0 après un parcours assez exceptionnel. Il y avait eu Auxerre, je crois, victoire 4-0. Il y avait eu PSG en demi-finale. Quel souvenir vous gardez de cette épopée ? Beaucoup de souvenirs. Puis le fait de s'être revu lors de la demi-finale là, contre Rennes avec les anciens, ça remémore plein de choses, ça remémore, voilà, même si on a un contact, moi j'ai contact quasiment avec tous les joueurs, donc notamment Jérémy, Bruno, Benoît Le Sommier, enfin voilà, des gars qui sont pros et d'autres pas pros, qui ont réussi aussi dans leur vie professionnelle, donc ça c'est l'essentiel en tant qu'homme. Mais effectivement, c'est quelque chose qui reste gravé. 20 ans après, c'est comme si c'était aujourd'hui. Le fait d'en parler donne quand même quelques frissons. Mais le Stade
Stade de France, oui, ce jour-là était trop grand pour nous. Au niveau émotionnel, pour certains, c'était compliqué. Et on rappelle, vous faites référence à certains joueurs, il y avait même si vous n'avez pas gagné cette finale, il y avait une très belle génération avec beaucoup de joueurs qui sont passés professionnels, beaucoup de joueurs qui ont fait une belle carrière, donc vous y faisiez référence. Il y avait notamment Jérémy Sorbon, il y avait Ronald Zubar, il y avait Bruno Grougy qui est aujourd'hui directeur du centre de formation du Stade Brestois qui entraîne la réserve, et qui entraîne la réserve. Voilà, il y avait Benoît Le Soimier, il y avait Reynaldo Lemaitre, il y avait Siga Marie Diarra, il y avait Mathias Jouan aussi qui a fait une belle carrière, il y avait d'autres joueurs qui n'ont pas percé comme Romain Michelac qu'on a eu dans la première partie de l'émission. Il y avait vraiment une belle équipe à l'époque. Ah oui, il y avait une bonne génération avec un mélange de première année et de deuxième année. Donc c'était aussi ça la vérité. Puis cette année-là, on a quand même fait la finale et la demi-finale championnat de France. Oui. Donc l'année d'avant, on fait la finale championnat de France. Mais bon, la Gambardella, ça reste quelque chose à part pour tous les centres de formation. Après, c'est un match à part, une finale. Nous, on l'a perdu parce qu'on a pris un but d'entrée de jeu à la 11e minute. Ça nous a coûté très cher. Parce qu'il a fallu courir après le score. Et en face, il y avait quand même des Aubragnac, il y avait des Walter, il y avait des Aguasi, des Butel dans les buts, des Abena, des Maya, enfin bref, des joueurs qui ont réussi leur carrière, des Beria aussi. Qui avait marqué ce premier but d'ailleurs. Ce fameux premier but, c'est œuvre de Franck Beria. Oui. Donc on avait pris sur coup de pied arrêté, sur corner, alors que c'est quelque chose qu'on avait travaillé, visionné, enfin bref. On reviendra pas sur les détails, mais bon voilà, c'est là où se joue le match pour moi. Et justement, en se basant un petit peu sur votre expérience, vous dites que le Stade de France était un peu trop grand pour nous. Quel conseil vous pourriez donner à la jeune troupe de Nicolas Seub qui se trouvera dans le même cas de figure que vous dans quelques jours? L'avantage qu'ils ont quand même, c'est que le fait d'avoir joué leur demi-finale à Dornano devant 11 000 personnes, puisque j'y étais, et invité, donc ça donne déjà un premier, comment on pourrait dire, première chose, on va dire au niveau émotionnel. Ils ont traversé des choses, avec notamment une victoire qu'ils ont faite avec leur public et dans les vestiaires après, parce que j'ai pu également rentrer par là Nicolas, donc mais là c'est autre chose, ils vont jouer dans un stade mythique, c'est le Stade de France, c'est pas n'importe lequel, c'est le stade de l'équipe de France. Au moment où ils vont rentrer dedans, il sera vide, donc déjà s'ils arrivent la veille comme nous on l'avait fait, on l'avait vu vide, ça marque. Et moi je vois les visages des joueurs encore aujourd'hui, quand on est rentré dedans vide, ils étaient ailleurs. C'est émotionnellement c'est quelque chose, quoi. Donc comment se préparer à ça, comment on a beau l'avoir fait, mais on maîtrise pas le protocole d'avant-match. Et le protocole d'avant-match, je pense que c'est ça qui nous a tués dès le départ. Il a été trop long, on a du mal à le gérer, j'ai vu des joueurs qui n'étaient pas bien quand ils sont rentrés sur le terrain. Et ça s'est vérifié, dans le premier quart d'heure. Même si après on a relativement joué et dominé notre sujet, le score de 2-0 ne reflète pas du tout en fait le match en soi-même. Mais on a toujours couru après le score. Donc on n'a pas été efficace ce jour-là, c'est vrai. Mais on a toujours joué à l'extérieur nos tours précédents. Mais après, c'était le Stade de France. C'était pas Tours, c'était pas Auxerre, c'était pas Paris. Voilà, c'était le Stade de France contre Metz. Donc ce paramètre-là, il est important. Mais maintenant, même si on le prépare, je pense que c'est les joueurs qui détiennent la vérité en fait. Mais si on comprend bien, il y a une grande partie de cette finale qui joue un petit peu dans l'avant-match, du coup, Ouais, complètement. Je pense qu'entre le protocole d'avant-match qui est assez long, c'est comme une finale de Coupe de France en fait. Il y a une présentation, vous êtes dans le couloir, ça dure assez longtemps. Donc il y a une appréhension qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Donc il faut en tenir compte. Et puis oui, effectivement, c'est un paramètre qui sera super important. Quand on atteint une finale, Laurent, c'est forcément qu'on a une bonne génération, de bonnes individualités également, qu'on sera opposé à l'Olympique Lyonnais, qu'on sera dans la position de l'outsider sur cette finale, ou vous estimez que les deux générations se valent probablement? Lyon, c'est un ton dessus. On va dire Lyon sur le papier. Sur le papier, a d'autres moyens financiers que je pense, de moyens humains que Malherbe. Mais un match, ça reste un match, c'est une finale. Moi je pense que Caen a son mot à dire et j'espère qu'ils vont la gagner très sincèrement.
Après, c'est sûr que sur la qualité individuelle, on a vu contre Rennes que la qualité individuelle était plutôt rennaise, mais la qualité collective était plutôt cannaise. Parce que j'ai vu une équipe qui avait envie, à l'image de Nico, que je connais depuis plus de 20 ans, et voilà. Nico est arrivé quand j'avais la réserve pro, il a signé pro à Caen, il a fait toute sa carrière à Caen. C'est quand même, c'est quand même une figure emblématique du club aujourd'hui. Et je lui souhaite réellement, pour le club, même pour les joueurs, je leur souhaite d'aller la soulever, de la ramener, parce que nous, on n'a pas réussi à le faire. Mais même en réussissant pas à le faire, on a quand même sorti 7 pros, donc l'essentiel, il est quand même là. Mais ouais, gagner une Gambardella, même si on n'est pas joueur professionnel, ou faire une finale de Gambardella, ça reste ancré à vie. Évidemment, et on comprend parfaitement que ça suscite évidemment quelques émotions à l'idée d'évoquer ce parcours incroyable que vous avez même vécu en tant qu'entraîneur de cette équipe, la dernière à avoir atteint le Stade de France. On suivra bien sûr Mathieu, et vous nous ferez vivre évidemment un petit peu durant toute la semaine la préparation de cette finale aux côtés de l'équipe de Nicolas Seub avec Foot Normand. Ouais, on va essayer de consacrer quelques articles à ce sujet. Merci infiniment Laurent Léjean d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Bonsoir à vous. Et forcément à bientôt, on l'a bien compris, peut-être dans la région ou pas, mais pour de nouvelles aventures. On verra. À très bientôt Laurent, merci encore une fois. Au revoir. Eh bien, effectivement, ça sera l'un des temps forts du week-end prochain. Mathieu, il y aura beaucoup de temps forts parce qu'il y aura de la Ligue 2 aussi, on l'a dit, la 37e et avant-dernière journée de championnat avec le Stade Malherbe qui recevra son voisin QRM. On peut en dire un mot quand même. QRM embarqué dans une assez improbable course au maintien avec un match complètement fou le week-end dernier. Un match quasiment sans enjeu pour Caen, mais ce ne sera pas le cas pour QRM. Non, QRM qui jouera une partie de son avenir, son avenir en Ligue 2. Après, tout dépendra de la décision qui aura lieu mercredi à la LFP avec ces fameux 3 points qui sont un peu en suspens. Potentiellement récupérables. Voilà, on ne voit pas comment QRM ne pourrait pas récupérer ces 3 points. Mais peut-être que QRM aura l'occasion de sceller son maintien, le premier de son histoire, de sa jeune histoire avec cette entité-là, en Ligue 2. Voilà, c'est un match particulier. Oui, parce que si QRM prend les 3 points cette semaine et QRM réussit un résultat à Caen, effectivement, le maintien... Ça dépend également des résultats de Rodez. Des résultats des autres, bien sûr. Rodez, mais en tout cas, il y aura la possibilité, et voilà, avec le retour de Fabien Mercadal à Dornano, même s'il était déjà revenu la saison dernière en tant que coach de Dunkerque. Mais voilà, c'est un match en tout cas en jeu pour QRM. Moins pour Malherbe, mais pour Malherbe, c'est quand même le dernier à domicile de la saison. Il y a 4 matchs sans victoire. Je pense que tous les joueurs de Malherbe et Stéphane Moulin également auront à cœur de finir sur une bonne note devant leur public. Et puis un Le Havre à JOCR, à peu près le même scénario, plus d'enjeux côté Havrais, mais évidemment l'enjeu de la montée pour la JOCR, et on le disait, cette finale de Coupe Gambardella qui méritera quand même qu'on y accorde beaucoup d'attention, évidemment. Stade Malherbe de Caen, Olympique Lyonnais, samedi 7 mai au Stade de France. Ouais, à 17h15, et donc on le rappelle, c'est pour ceux qui ne pourraient pas y aller, il y a peu de Canets qui y seront, c'est diffusé sur France Télévisions. Et il y aura un écran géant aussi à Dornano qui permettra au public... Il est diffusé sur les écrans géants du stade, ouais. Voilà, de suivre la quasi-intégralité de cette rencontre. Merci Mathieu, c'est un plaisir. Et plaisir partagé. Merci à Nathalie Briard qui a assuré la réalisation technique de ce 25e épisode. Déjà, on vous souhaite à toutes et à tous une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite. Bye bye. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.